Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au journal de 19h30 sur Canal 3 Bénin. Voici les grandes articulations. Dans le secteur du soja, l'heure est à la réorganisation pour une nouvelle dynamique. Les exploitants ainsi que les transformateurs de la filière ont tenu leur assemblée générale constitutive le vendredi à Cotonou. Le point des assises à suivre dans cette édition. La deuxième édition du Forum international du cadre de vie a été officiellement lancée ce vendredi 11 octobre 2024. Le rendez-vous des décideurs et experts ayant en partage les thématiques liées au cadre de vie est dédié à l'exploration de solutions en vue de bâtir un avenir urbain durable et épanouissant. Retour dans ce journal sur la cérémonie de lancement du FIC 2024 qui s'est tenue au Sofitel Hôtel à Cotonou. Et puis, le Bénin a battu hier le Rwanda pour un score de 3-0 au stade Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Ceci dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une deuxième victoire consécutive pour les Guépards du Bénin en 3 sorties dans cette course qualificative pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Merci de nous choisir pour vous informer et on démarre avec cette sortie des militants du bloc républicain de la 13e circonscription électorale qui ne sont pas insensibles face à l'affaire de tentative de coup d'État. Ils ont organisé ce vendredi une marche pacifique pour non seulement condamner cette tentative de déstabilisation du pays, mais aussi réaffirmer leur soutien au ministre Abdoulaye Biotchane et le président Patrice Talon. Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou pour les détails. Quelques soucis avec cet élément, vous aurez plus de détails dans les prochaines éditions. Ils sont désormais organisés au sein de leur secteur d'activité. Les exploitants de la filière soja ainsi que les transformateurs ont tenu leur assemblée générale constitutive le vendredi 11 octobre 2024 à Cotonou. C'était en présence des représentants des ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et de l'Industrie et du Commerce. Reportage Teddy Goudalo et Rachidi Soubéro. Ces exploitants agricoles proviennent de tous les départements du Bénin. Ils sont pour la plupart des producteurs et transformateurs du soja. En vue de la redynamisation de leur secteur d'activité, ils ont décidé d'instaurer l'interprofession pour défendre leurs intérêts. D'où cette assemblée générale constitutive. À travers cette interprofession, vous les acteurs, vous pourriez échanger des préoccupations, des questions qui minent votre filière et travailler à amener les producteurs à vendre leurs produits à un prix rémunérateur et à amener les transformateurs à travailler, à avoir les produits et à pouvoir quand même rendre rentable, si on peut s'exprimer ainsi, leurs usines de production. La rencontre va permettre d'apprécier les différents tests qui constituent le socle du creuset. Des comités de gestion seront également installés pour faire de la filière un levier de développement. La Chambre nationale de l'agriculture du Bénin soutient fortement cette volonté des acteurs de mieux s'organiser. Je félicite les acteurs agricoles réunis au sein de l'UNCPS ainsi que les transformateurs structurés au sein de l'ABTS qui ont travaillé d'arrache-pied pour garantir le succès de cette assemblée qui se tient dans cette salle. Que votre bravoure soit votre âme au sein des nouveaux organes qui dirigeront l'interprofession soja Bénin. Après donc l'ANACA d'hier, c'est aujourd'hui le soja, qui sont les deux cultures que le gouvernement
a choisi pour bénéficier d'un accord cadre avec l'État. C'est très important. Et je crois que c'est sur cette base qu'il nous a été demandé de réorganiser, n'est-ce pas, ces deux filières en vue donc de bénéficier de cet accord cadre qui est déjà accordé, mais il faut remplir les conditions pour pouvoir la signer au cas par cas avec l'État central. C'est de ça qu'il s'agit. Avec la mise en place de l'interprofession de la filière soja, producteurs et transformateurs disposent ainsi d'une fêtière qui puisse faire remonter leurs difficultés. Il faut préciser qu'au terme des assises, le président élu est Djibrila Fatiti, un producteur de Tchaourou. Toujours dans le secteur agricole, c'est une nouvelle dynamique dans la filière anacarde au Bénin. Également dans la filière anacarde au Bénin, les acteurs se sont retrouvés ce jeudi au ministère de l'Agriculture à Cotonou. C'est à la faveur de l'Assemblée générale constitutive de l'interprofession de l'anacarde. Il s'agit pour ces derniers d'unir leurs forces pour rendre le secteur plus performant et rentable. Voici le compte-rendu de Ulrich Gaba sur les images de Ider Ompevi. Ce que vous n'avez pas encore suffisamment fait, c'est s'organiser en coopérative au niveau de nos villages, au niveau de nos communes, pour qu'on puisse vous apporter encore des soutiens collectifs plus importants. Synergie d'action pour une meilleure rentabilité. C'est l'un des conseils prodigués par le ministre de l'Agriculture aux acteurs de la filière anacarde, ici réunis en Assemblée générale constitutive de leur interprofession. Après 2 mois de dur labeur, le comité préparatoire réuni dans cette salle tous les participants identifiés. Un moment important qui annonce une révolution dans la filière anacarde au Bénin. Malgré les difficultés et les incohérences qui ont jalonné le passé de cette filière, vous avez été combatifs et engagés. Que votre bravoure serve d'exemple aux générations montantes et aux membres des différents organes qui gouverneront l'IFA rénové en renaissance. Ces assises, placées sous l'onction de 2 ministres du gouvernement, ont permis aux autorités d'attirer l'attention des acteurs sur certains maux qui minent la filière et réduisent la rentabilité des produits. Nos jeunes n'ont pas pu travailler à plein temps dans les usines. Mais les usines des autres pays ont pu travailler. C'est les usines de nos marchés d'exportation brute. Allons-nous continuer comme ça? Quand on voit le prix au kilo de la matière brute et le prix des produits finis, ce gap-là, cette chaîne de valeur que nous exportons également n'est pas un signe de patriotisme. Je ne sais pas si nous aimons nos enfants en nous comportant ainsi. Je pense que la réponse est non à l'unanimité. Que vous n'êtes pas organisé, que vous n'avez pas un numéro d'immatriculation au niveau de votre coopérative, que vous ne faites pas les ventes groupées, les gens vont toujours voler votre cajou et ils vont toujours vendre en pleine tranquillité. Mais si jamais vous avez des coopératives, vous appelez à son numéro et il vient là où vous devez vendre collectivement, il présente son produit et son numéro, on va peser. Tous ceux qui n'auront pas de numéro, c'est qu'ils ont volé, on peut les attraper. Cette Assemblée générale constitutive de l'interprofession anacarde est le fruit d'un travail minutieux conduit à travers la réorganisation des structures à la base et celles fêtières. Tous les acteurs sont désormais convaincus qu'ensemble, ils peuvent rendre cette filière prospère. Ouvert depuis ce jeudi, la 2e édition du Forum international du cadre de vie a été officiellement lancée ce vendredi 11 octobre 2024. C'est un rendez-vous des décideurs et experts ayant partage la thématique liée au cadre de vie. Il est dédié à l'exploration de solutions en vue de bâtir un avenir urbain durable et épanouissant. La cérémonie de lancement officiel du FIC 2024 s'est tenue au Sofitel Hôtel à Cotonou en présence du ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, et du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchane, et autres. Voici le compte-rendu.
Les acteurs professionnels du secteur du cadre de vie sont à nouveau réunis à Cotonou pour discuter des solutions adéquates en vue d'un cadre de vie durable. Cette rencontre entre ces différents acteurs s'inscrit dans la droite ligne de la 39e journée mondiale de l'habitat célébrée le 7 octobre 2024. Elle se présente comme un espace décomplexé d'examen de toutes les idées et contributions, particulièrement citoyennes dans la perspective d'un avenir urbain qui répond aux besoins de toutes les générations. Nous l'avions annoncé l'année dernière. Le ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable, souhaite impulser un cadre dynamique de concertation inclusive, positive et créative autour des problématiques de la ville, autour des problématiques du cadre de vie au sens large à travers ce forum, le Forum international du cadre de vie. Au cours de cette deuxième édition du Forum international du cadre de vie, les différents participants vont bénéficier d'une expérience enrichissante et inspirante autour des conférences captivantes, des ateliers interactifs et de plusieurs panels et tables rondes. Ici, un accent particulier est mis sur le thème de la 39e journée mondiale de l'habitat qui est axé sur le thème « Engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur ». Nous avions réservé une place centrale, comme l'a souhaité les Nations Unies cette année, à la jeunesse, que nous découvrons de plus en plus prolifique, créative, innovante et surtout vivante, mais également impulsante. Je veux donc nous appeler tous à consacrer une part importante de nos réflexions au sujet de la jeunesse et du développement de nos villes. Je veux donc pouvoir compter sur nous tous pour trouver des voies et moyens afin d'exploiter tout le potentiel de la jeunesse dans le cadre de la promotion d'un cadre de vie sain et durable. À l'issue de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, l'assistance a eu droit à une conférence inaugurale sur le thème « Libérer le potentiel transformateur de l'urbanisation en Afrique, quelle transition vers la durabilité ». S'en est suivi une table ronde autour du thème « Mobilité verte et urbanisme durable ». Démarré le mardi 8 octobre 2024 à Cotonou, l'atelier de capitalisation des acquis du projet Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest VARIWA se conjugue désormais au passé. Les travaux qui ont pris fin hier ont abouti à l'élaboration d'un plaidoyer, le point de la cérémonie de clôture avec Hugues Vignibé et Moufid Sagbouran. Très joli là. Très joli. Ça, c'est ma première chemise africaine. Réalisée au Bénin. On m'a dit que c'est réalisé au Bénin. Hein? Oui. Comme le whisky du baobab. C'est dans cette ambiance que s'achèvent les travaux de l'atelier de capitalisation des acquis du projet VARIWA. Signe que les résultats ont comblé les attentes, notamment celle du partenaire, l'Union européenne. Je vous donne aujourd'hui mon engagement personnel afin de soutenir VARIWA à Bruxelles. Le premier engagement, je l'ai déjà pris et réalisé dans le sens que les 23 et 24 octobre, la Commission européenne organise ici, dans cet hôtel à Cotonou, une conférence sur l'innovation et le rôle de l'enseignement supérieur. Et j'ai obtenu aujourd'hui que VARIWA soit invité comme exemple concret d'expérience dans ce domaine. Pendant 3 jours, les parties prenantes ont passé au scanner les réalisations du projet VARIWA, bénéficié d'un renforcement de capacité sur la monétisation d'un brevet et édicté un document de plaidoyer. Nous avons fait le bilan. Et ce bilan nous montre que nous avons des contraintes, quelques contraintes. Ce bilan nous a montré qu'il y a quelques difficultés. Mais le plus important, c'est qu'on puisse pérenniser ce projet-là pour le bénéfice de toute l'Afrique. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'élaborer un plaidoyer que nous avons préparé déjà,
que nous allons affiner et que nous allons présenter au mois d'avril au Sénégal. Dans le déploiement d'énergie utile à la croissance de vos activités, pensez à ce monde universitaire qui est à votre disposition pour vous amener à des niveaux supérieurs qui dépassent le classique que nous connaissons. Pour rappel, ce projet est porté par l'Agence universitaire de la francophonie, soutenu par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec des structures sous-régionales opérant dans le secteur de la recherche et de l'innovation. Le ballet des personnalités se poursuit au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, HAC. Ce vendredi, Edouard Loko a reçu en audience le haut commissaire à la prévention de la corruption au Bénin. Il s'agissait d'une visite de courtoisie de celui dont la mission est d'initier et de mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption dans le secteur public comme privé. Jacques Mégan a saisi l'occasion de ce rendez-vous formel pour présenter au président en charge de l'autorité de régulation des médias les mesures d'accompagnement du Haut Commissariat dans le cadre de la prévention de la corruption dans le secteur des médias. Voici un extrait de sa déclaration au micro de Maël Roubelou et Henri Ganti. Il va de soi qu'après notre nomination et surtout après la prestation de serment, et surtout que l'équipe du Haut Commissariat est constituée, que nous rendions une visite de courtoisie aux différents responsables des institutions. Je ne crois pas au hasard. Il se fait que ce jour, nous avions rendu une visite de courtoisie au président de la HAC. Vous vous souviendrez que le 22 juillet dernier, nous avions prêté serment en même temps que les membres de la HAC. Je crois que c'est un honneur pour nous. Et vous savez, en rencontrant le président, nous avions évoqué un certain nombre de sujets relatifs aux acteurs des médias. On dit souvent chez nous que la presse est indépendante, elle est libre. Mais comment peut-on parler de liberté de la presse quand on sait que les acteurs ne sont pas indépendants? Comment peut-on parler de liberté de la presse quand les acteurs, c'est-à-dire les journalistes que vous constituez, les techniciens, ne vivent pas dans de très bonnes conditions de vie, de bonnes conditions de travail? Lorsque vous n'avez pas les conditions qu'il faut pour travailler, nécessairement, il y a la dignité qui se perd. Il y a l'éthique qui n'est pas là. Et ça conduit vers la corruption. Là, lorsque vous créez les bonnes conditions aux gens, vous commencez déjà à les prévenir contre tout ce qui peut être ou effacer, je dirais, leur dignité. L'éthique. Donc, nous sommes au niveau du Haut Commissariat, nous allons accompagner la HAC pour qu'un travail se fasse dans ce sens, pour que les responsables de presse honorent leur engagement, fassent monde responsable envers leurs collaborateurs qui constituent les salariés, c'est-à-dire les journalistes, les techniciens, pour qu'ils vivent dans des conditions de vie décentes. De la HAC, rendons-nous à l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. L'ODEM condamne le journal l'Audace Info pour violation des dispositions des articles 1, 2, 6, 9 et 11 du Code régissant la corporation. Une condamnation prononcée suite aux plaintes du sieur Augustin Sourou-Dohou pour diffamation et déclaration mensongère avec préméditation. Selon les déclarations, les faits révèlent de la pure intoxication dans le but de nuire à la réputation du sieur Augustin Sourou-Dohou sur une affaire dite d'attribution de marché public à l'ES, Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Suivez ici un extrait du vice-président de l'ODEM, Firmin Gbékan, sur des propos recueillis par Florence Bossa et Deron Pévi. Dans deux différentes publications, le journal L'Audace Info titre à sa une:
le mercredi 3 avril 2024. Flou artistique autour d'attribution des marchés publics à l'Est à Berne. Plainte d'entrepreneurs béninois anonymes. Ça murmure contre Augustin Dohou. Les enquêteurs du BAI, élargis à ceux de l'IGE, doivent déposer leurs valises au bureau de la PRNP à Berne. Le jeudi 27 juin 2024, des mois après la dissolution de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berne, une fouille s'impose chez les PRNP. Conformément à cet S, l'ODEM a informé la direction de publication du journal L'Audace Info et l'a invité pour le contradictoire. Lors de l'audition et en présence du plaignant, le directeur de publication du journal Audace Info a reconnu n'avoir jamais rencontré M. Augustin Sourou Dohou pour recueillir auprès de lui des informations susceptibles de documenter sa publication. À l'évidence des faits, le directeur de publication, M. Jérôme Fadonoubo, s'est confondu en excuses devant le plaignant. Il a laissé un manuscrit à l'ODEM en présence du plaignant pour prouver l'engagement du journal à réparer sa bourde. Par ces motifs, l'ODEM déclare recevable la plainte de M. Augustin Sourou Dohou, condamne le journal L'Audace Info pour violation des dispositions du Code de déontologie de la presse béninoise. L'ODEM invite alors le journal L'Audace Info, conformément à l'article 3 du Code de déontologie de la presse béninoise, à procéder au rectificatif de sa publication en lavant l'honneur du plaignant dans les formes prescrites par la loi. L'ODEM attire l'attention de l'opinion nationale et des associations fêtières sur la violation répétitive des dispositions du Code de déontologie de la presse par le journal L'Audace Info. Par conséquent, l'ODEM prendra les dispositions requises pour transmettre à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC les diverses plaintes reçues au sujet du journal L'Audace Info et les décisions y afférentes. À la suite de l'intervention du vice-président, le président de l'ODEM, Vital Arod-Tondji, a invité les acteurs des médias à faire preuve de professionnalisme dans leurs différentes productions. Le président de l'ODEM, Vital Arod-Tondji, est ici aussi au micro de Florence Bossa et Eder Pevi. Depuis mars 2024, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM observe avec consternation de graves cas de violation répétée du code de déontologie par certains journaux, pourtant régulièrement autorisés en République du Bénin. Publications à caractère ethnocentrique régionaliste sur des pays voisins, comme le Burkina, le Niger, le Togo, font le tour des réseaux sociaux en dépit des vagues de sensibilisation et d'information, des séances de travail et des visites in situ organisées par l'Observatoire des médias au Bénin. Rappelle que nous sommes à la veille des élections générales au Bénin, une période sensible qui nécessite une grande éthique professionnelle du journaliste. L'ODEM exhorte les autorités politiques à faciliter l'accès aux sources d'information aux journalistes dans l'exercice de leur métier pour éviter les imaginations fécondes de nos organes de presse. L'ODEM rappelle à la mémoire collective que le traitement des informations susceptibles de mettre en péril nos sociétés requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonspection. L'Observatoire invite une fois encore tous les professionnels des médias exerçant au Bénin à se conformer rigoureusement aux dispositions du Code de déontologie de la presse béninoise qui constitue notre référence. L'Observatoire en appelle à la responsabilité de tous pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, gage d'un développement durable, et ce, surtout en cette veille électorale.
Retour sur cette sortie des militants du bloc républicain de la 13e circonscription électorale qui ne sont pas insensibles face à l'affaire de tentative de coup d'État. Ils ont organisé ce vendredi 11 octobre 2024 une marche pacifique pour non seulement condamner cette tentative de déstabilisation du pays, mais aussi réaffirmer leur soutien au ministre Abdoulaye Bio-Tchane et le président Patrice Talon. Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou pour plus de précisions. 2 semaines après la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les populations de la 13e circonscription électorale sortent enfin de leur silence. Mobilisées autour des autorités politico-administratives et cadres du bloc républicain, elles viennent ici condamner avec la dernière énergie ce qu'elles qualifient de projet sordide et ordurier pouvant mettre à mal les acquis démocratiques et ordres institutionnels institués depuis des décennies. On ne peut pas admettre qu'aujourd'hui, un groupuscule puisse dire qu'ils vont confisquer le pouvoir par la force. Après avoir situé le contexte de cette mobilisation, la marche pacifique a démarré. Au carrefour central de la ville de Djougou, point de chute de cette mobilisation, une déclaration de soutien au président Talon est lue par Abdoul Sattarou. Nous, population de Djougou, condamnons avec la dernière rigueur toute velléité de remise en cause du processus démocratique béninois décidé à la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Rappelons à toutes les Béninoises et à tous les Béninois que le fondement même de la conférence nationale était la proscription à jamais des coups d'État au Bénin et la dévolution du pouvoir par les unes. Après de longues années d'attente et de revendications parfois violentes de génération en génération, le président Patrice Talon a concrétisé, comme pour le repos de l'âme de grands-parents, l'érection de Djougou en chef-lieu de département. La route Djougou-Banikwara, inespérée, est en cours de réalisation. Le marché de Djougou trône fermement au cœur de la ville. Le nouveau stade de Djougou est construit et est opérationnel. Nos enfants mangent un repas chaud à l'école. La commune de Djougou est ouverte par l'électrification conventionnelle et solaire, comme il n'a jamais espéré auparavant, etc. etc. C'est alors normal que nous, population de Djougou, nous posions en défenseurs de ceux qui ont fait cela pour nous. C'est pour cela que nous réaffirmons notre soutien absolu et indéfectible au gouvernement de la rupture et son chef, le président Patrice Talon, pour leurs actions et surtout dans l'épreuve effroyable qu'ils traversent. La présence effective des ténors du BR dans la 13e circonscription électorale aux côtés de ses militants et sympathisants à la base prouve à suffisance leur attachement à la préservation des acquis démocratiques. Par cette mobilisation, la 13e circonscription électorale témoigne ainsi sa proximité et sa solidarité au chef de l'État et à son gouvernement. Et cette brève avant de clôturer ce journal, le Bénin a battu hier le Rwanda par un score de 3-0 au stade Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Ceci dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une deuxième victoire consécutive pour les Guépards du Bénin en 3 sorties dans cette course qualificative pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Steve Mounier a ouvert le score à la 7e minute de jeu sur un corner de Jodel Dossou. André Antonji, entré en jeu en début de seconde période, a inscrit le deuxième but béninois à la 67e minute de jeu avant que Imran Hassan ne corse l'avantage pour le Bénin. 3 minutes plus tard, son premier but d'ailleurs en équipe nationale. Après cette victoire, la manche retour de cette double confrontation avec le Rwanda est prévu pour le mardi prochain à Kigali, en terre rwandaise. Ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à toutes et à tous. À très vite.